Oui, donc je vais aborder ce sujet aujourd'hui qui est pas vraiment ma grande spécialité, mais il se trouve que pendant que j'étais sur le terrain, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure plus en détail, j'y ai été confronté indirectement. Et sur un autre terrain aussi que j'ai fait à Madagascar, pour des histoires de récupération justement de pensions d'anciens combattants. En fait, ça devient un sujet paradoxalement tendance. Il se trouve que depuis le milieu, depuis 2014-2015, en fait, il y a une grande étude qui a été lancée par l'université de La Trobe en lien avec le NAIDOC, donc National Aboriginal and Islander Day Observance Committee, pour retracer un peu l'importance des aborigènes dans les forces armées. Alors bon, je dis aborigènes, mais c'est toujours aborigènes et maintenant et insulaires des îles du Détroit de Torres, parce que avant on différenciait pas, maintenant depuis quelques années on différencie, et les Australiens tiennent beaucoup à ce qu'on insiste sur ces différences, voilà, pour donner la visibilité à tout le monde. Et en fait, ça a retracé et commémoré l'apport des aborigènes aux forces armées australiennes à travers toutes ces époques. Alors je vais vous en faire des grands morceaux, puis après je vais reprendre d'une manière chronologique. Et j'ai retrouvé aussi qu'en mars 2018, il y a une artiste aborigène qui était venue au Salon du Livre à Paris pour accompagner le lancement en langue française de l'ouvrage de son papa, je crois. Et en fait, elle avait émis le souhait de se recueillir sur la tombe d'un de ses oncles maternels, je crois, son grand-oncle, qui a été soldat aborigène, qui était mort en 1918 en France. Et c'est à partir de ces événements-là que les choses ont commencé à être identifiées. Cet homme avait été décoré à titre posthume pour sa bravoure, mais en France, il était identifié, en Australie, absolument pas. Donc ça, c'est un peu étonnant. Elle a été non seulement la première personne de la famille à se rendre sur cette tombe, mais en plus, la municipalité lui avait fait une grande fête commémorative, et elle avait été extrêmement émue, et elle en a reparlé. Et j'étais en contact la semaine dernière avec ce monsieur, Joseph Flick, qui en fait est un aborigène qui est venu, ça fait plusieurs fois qu'il fait des périples en France pour retrouver les endroits où serait allé un de ses ancêtres, donc son grand-père, Michael Flick, qui a été blessé en France, qui a été soigné en Angleterre, puis ensuite qui est revenu se battre en France, et il est retourné lui en Australie, et il est décédé au milieu des années 60. Mais un petit peu comme les aborigènes, alors bon, si vous êtes très familier des coutumes aborigènes, je vous la fais très brièvement. Dans beaucoup de cérémonies, on se rend sur les lieux où sont censés avoir été les ancêtres de mon groupe, ancêtres fictifs ou réels. Donc le fait de revenir en France sur les traces de mes ancêtres au sens de grand-père ou grands-parents, c'est quelque chose d'important maintenant pour la reconnaissance et pour la culture aborigène. En fait, ça n'a pas toujours été le cas, hein, que les aborigènes, bon, maintenant le voile est levé sur cet oubli, mais ça n'a pas été toujours le cas, et on commence de plus en plus à avoir d'informations. On sait maintenant qu'environ un aborigène ou insulaire du Détroit de Torres, hein, c'est implicite, sur 20 a contribué d'une manière ou d'une autre aux forces armées lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, soit en tant que militaire, soit en tant que civil, soit en tant que beaucoup de femmes qui étaient dans les milieux hospitaliers notamment, et aux brancardières, des choses comme ça. Alors à l'heure actuelle, les données qu'on a permettent d'identifier qu'il y a eu 34 aborigènes qui ont servi à Gallipoli. Alors pourquoi Gallipoli? C'est la guerre, enfin c'est dans la guerre de 14-18, c'est le détroit des Dardanelles. Et pour l'Australie, c'est vraiment le symbole de la création de la nation australienne. C'est la première fois où l'Australie, en tant que, alors pas réellement nation en sciences d'indépendance, mais en tant que non assujettie complètement à l'Empire britannique, en tant qu'Australie, derrière le drapeau australien, était à la guerre. Et Gallipoli, c'est vraiment ce qui marque l'identité aborigène blanche, australienne blanche, dans son affirmation identitaire d'une nation. Et on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont été tués, une douzaine, voilà. Les aborigènes et donc les insulaires ont servi pendant près de 90 ans dans les forces armées australiennes, alors que paradoxalement, ils n'ont obtenu la citoyenneté australienne que à la fin des années 60 quand même. C'est quand même hallucinant, hein, 1967. Et on verra dans le détail qu'avant, les gens n'avaient pas le droit normalement ni de s'engager dans l'armée, ni de même sortir ou de bouger de leur région. Ils avaient des contrôles sur leurs déplacements, sur tout un tas de choses, etc.
ce qui est plus intéressant, et je crois que l'origine de cet oubli est là, c'est que, alors la fourchette est un peu difficile à estimer, mais on pense maintenant qu'il y a environ un peu en dessous de 30 000 aborigènes qui auraient été tués de ce qu'on appelle les frontières, c'est-à-dire celles qui ont opposé les aborigènes aux colons blancs. Alors, il n'y a jamais eu en Australie de confrontation directe dès l'arrivée des Blancs. Les confrontations ont démarré dans différentes régions d'Australie quand les Blancs ont commencé soit à s'approprier les points d'eau, parce que c'est vital dans beaucoup de régions d'Australie, soit justement à fermer avec des barbelés les endroits où ils mettaient leur bétail. C'est là où les conflits ont commencé. Donc ces aborigènes ont vraiment combattu dans toutes les guerres depuis la fédération. Donc là, c'est la création de l'Australie en tant que nation, la fédération australienne 1901. Et au début, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre ce qu'on appelait du Pacifique, presque tous les hommes des îles du détroit de Torres étaient membres de bataillons d'infanterie qui en fait surveillaient dans ce qui pouvait arriver par le nord via la Nouvelle-Guinée, etc. Donc exactement les forces japonaises qui pouvaient arriver par le nord. Et en fait, je crois que oui, c'est ça, le premier. Ce sont des aborigènes qui ont fait le premier prisonnier, qui était un prisonnier de guerre japonais dans un avion qui s'était écrasé au nord de l'Australie. Donc voilà, c'est un rôle qui était reconnu, mais en même temps avec une distance très forte par rapport au rôle des aborigènes dans l'histoire australienne en général. Et je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc il y avait des règles qui interdisaient l'engagement des aborigènes dans l'armée. Je reviendrai aussi sur ces règles-là. En principe, c'était interdit à quelqu'un qui n'avait pas une ascendance européenne ou blanche de faire partie de l'armée australienne. Donc la Seconde Guerre mondiale, il y en avait à peu près 3000, et dans la Première Guerre mondiale, il y en avait 400. Alors c'est des chiffres qui peuvent paraître minimes, mais il faut savoir que la population des aborigènes en Australie, c'était moins de 1%. Donc, par rapport à leur population, c'était un effort de guerre énorme. Et pour des gens qui n'avaient, rien à y faire, et deux, qui n'étaient pas censés participer à cette guerre qui, pour eux, n'avait aucun sens. En fait, sur tous les soldats, alors, il y avait une récompense, une sorte de compensation pour fait de guerre pour les soldats quand ils revenaient en Europe, en Australie, pardon, après avoir été en Europe à la Première Guerre mondiale. On leur donnait des terres. Dans une part, ça s'appelait le processus de colonisation. On leur offrait des terres. Il y a un seul aborigène qui a été recensé comme ayant reçu des terres en récompense de services rendus à l'Australie à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 7000 anciens combattants et veuves de guerre parmi les aborigènes et les représentants des îles du détroit de Torres. Donc, vous voyez, c'est pas rien du tout. Et à l'heure actuelle, on estime qu'il y a à peu près 800 aborigènes qui sont dans les forces de défense australiennes. Alors, pourquoi aussi c'est compliqué d'identifier les gens, c'est parce que avant l'identification des aborigènes était faite uniquement par des critères raciaux. Il fallait être de pure race aborigène. Alors comment on définit aussi la pureté d'une race, hein, c'est un peu gênant comme critère. Ensuite, c'était uniquement défini en fonction de critères culturels. Il fallait que les gens vivent d'une manière traditionnelle. Là, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, depuis à peu près le milieu des années 1990, on est reconnu aborigène si, on se définit soi-même comme étant aborigène, et deux, si on est reconnu par d'autres personnes étant elles-mêmes aborigènes, comme faisant partie de la communauté aborigène au sens large. Donc, une auto-identification et une validation de cette auto-identification par les gens eux-mêmes étant aborigènes. Et maintenant, simplement une auto-identification suffit. C'est-à-dire que si moi, je remplis des papiers en Australie demain et que je veux me déclarer aborigène, c'est tout à fait possible. Voilà. Là aussi, il y a beaucoup d'interprétations à discuter sur le fait d'être ou pas aborigène, puisqu'il y a des aborigènes qui s'identifient comme étant un 32e, voire un peu un 64e aborigène, qui sont de peau
très clairs et qui ont les yeux bleus, mais qui définissent comme étant aborigènes, notamment de Tasmanie, alors qu'on dit que les derniers ont été massacrés il y a extrêmement longtemps. Voilà. Donc tout au long de cette histoire de l'armée australienne, on sait qu'il y a eu des hommes et des femmes aborigènes qui ont servi avec un certain prestige, et vous avez là quelques réinterprétations actuelles, justement avec le style caractéristique des peintures aborigènes de cette longue histoire. Donc la première moitié du XXe siècle, ils y ont servi en dépit des réglementations qui interdisaient l'engagement de personnes qui ne sont pas d'origine ou d'ascendance européenne, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et ils parvenaient très souvent à contourner les règles et à s'engager. Alors, comment ils contournaient les règles? Les gens se présentaient comme étant d'origine italienne ou libanaise, enfin d'Europe, parfois d'Europe du Sud, on va dire, ou du continent africain, ou parfois même maoris, parce que les maoris, eux, n'étaient pas considérés tout à fait au même statut que les aborigènes. Alors pourquoi? Ça, c'est la grosse question. La colonisation de l'Australie, les premières phrases, terra nullus, il n'y a personne, c'est une terre vierge, donc on en prend possession. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait, les Australiens, les premiers colons australiens étaient plutôt des Anglais, voilà, voire quelques Irlandais, mais des gens qui se sont appropriataires en refusant de reconnaître qu'il y avait autre chose. Alors que les premiers colons qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande étaient des méthodistes écossais qui ont vu que ces gens-là cultivaient, avaient des maisons en dur, etc. Donc, on a pris en compte le fait qu'ils étaient des humains, entre guillemets, alors que les aborigènes ont toujours été considérés comme à la limite du règne animal. Faut être clair, dans les écrits, notamment dans Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne, il y a une description qui dit un singe, en voyant un aborigène au bord du rivage. Donc ça, c'est une distinction qui a été dès le début et qui vraiment fait une grande différence entre les Maoris, enfin faisait en tout cas une grande différence entre les Maoris et les aborigènes. Paradoxalement, des amitiés se sont faites et existent et ont perduré entre le personnel indigène australien, on va dire, et puis les soldats non indigènes. Et ça a fait tomber certaines barrières et ils ont eu à un moment une aide justement d'anciens compagnons d'armes dans la lutte pour la reconnaissance des droits des aborigènes, notamment des droits à l'identité, de droits au foncier, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie en tant que nation, elle peut pas se référer à un mythe fondateur dans sa période coloniale. Il n'y a jamais eu de guerre en interne, puisqu'elles ont été niées, les guerres avec les aborigènes, voilà. Puisque ces gens-là n'existant pas, on ne pouvait pas faire la guerre contre eux. C'est simple. Une opération militaire spéciale. Absolument, comme on dit à l'heure actuelle. Et il n'y a eu aucune guerre sur le territoire australien qui lui a permis, encore une fois, d'affirmer une identité guerrière, et en tout cas d'une armée qui a accompli, qui a chassé des ennemis, ou qui en a, voilà, bon. Et les aborigènes, alors là, on est encore dans le paradoxe très anglo-saxon, tout ce qui est parfois chez nos amis anglo-saxons, un petit peu proche d'une certaine hypocrisie, on va dire. Les aborigènes, d'un côté, ils étaient des sujets britanniques, donc protégés. Ils devaient être au même titre que les colons blancs protégés par la loi, donc on ne pouvait pas parler de violence qui avait été faite aux aborigènes. Tout ce qui a été massacre et tout ça, ça a été nié pendant longtemps, parce que sinon on aurait avoué qu'on massacrait des citoyens ou des sujets britanniques. Voilà. Donc c'est toute cette complexité qui est basée là-dessus. On reviendra tout à l'heure sur pourquoi je suis pas le seul à dire qu'il y a une grande hypocrisie, parce que maintenant les aborigènes, voilà, on serait en Australie là aujourd'hui. Avant de commencer le séminaire, on aurait dû tous se lever et rendre hommage aux ancêtres de telle tribu qui étaient censés avoir vécu ici. Ce qui est complètement paradoxal, parce qu'on sait que c'était des chasseurs-cueilleurs qui bougeaient beaucoup, donc qu'est-ce qui prouve que les gens occupaient vraiment une portion précise du territoire où on se trouve à l'heure actuelle? Et puis c'est complètement faux cul, parce qu'on les a quand même joyeusement massacrés pendant plusieurs décennies, et voilà. Mais enfin, ça c'est le paradoxe de l'anglo-saxon qui vous dit I'm sorry, I'm gonna kill you. Donc dès qu'on s'excuse qu'on va vous tuer, à partir du moment où on s'est excusé, il y a plus faute. On est bien d'accord. Oui. Bon, tout marche. Donc, les aborigènes, en fait, quand ils sont mentionnés dans l'histoire australienne, c'est toujours pour les mettre à un second plan, à la limite des humains. Il y a une thèse, je crois, d'un
l'un de vos collègues archéologues qui, dans les années 50, qui prétendait que les aborigènes n'étaient pas des sapiens, mais des néandertals. Hein. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant. Pourquoi pas? Et puis, en fait, les aborigènes... Ils venaient d'Europe, quoi. Oui, c'est ça. En fait, les aborigènes, ça servait à mettre en avant les exploits des bagnards qui s'étaient échappés éventuellement du bagne ou d'une prison, mais qui avaient réussi à survivre parmi les sauvages, pour mettre en avant les exploits des colons, ceux des squatteurs, des chercheurs d'or, etc., ou ce qu'on appelle des bushrangers aussi, qui ont vaincu et domestiqué non seulement une nature très hostile en Australie, mais aussi les sauvages, et qui ont permis l'avancée de la civilisation. Donc tout ça, c'est un discours qui a été construit, et donc au sein duquel les aborigènes, pendant très longtemps, étaient complètement gommés, donc d'autant plus s'ils avaient participé à l'effort de guerre, comme on dit. Et en fait, c'est très récemment, c'est 25 ans à peu près, ou un peu plus, une trentaine d'années, que la colonisation britannique est perçue comme une invasion, et que les historiens s'intéressent à la fois aux guerres de conflit au début de l'Australie, et j'avais fait une communication ici, notamment sur Pigeon, tu te souviens, et puis sur le front de l'avancée coloniale qui redonne une place aux aborigènes qui est bien méritée dans l'histoire du continent australien. Voilà. Et il y a un petit film, alors je sais pas si on peut le trouver je pense qu'on peut le trouver sur Internet, qui s'appelle Barbecue Area. Alors, vous savez, en anglais, a barbecue area, c'est où il y a le barbecue et tout ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est la colonisation blanche, la colonisation de l'Australie, mais à l'envers. C'est-à-dire que ce sont des aborigènes qui arrivent en bateau, c'est assez bien fait, hein. Des aborigènes qui arrivent en bateau, et il y a des Australiens blancs qui sont là avec la bière en train de se faire des côtelettes et tout ça. Les aborigènes arrivent et disent « How do you call that country ?» Et l'autre, il est à côté de son barbecue, donc it's a barbecue area. Et donc, ils appellent le pays, j'appelle ce pays le barbecue, quoi, parce que bon, et donc c'est complètement manipulé à l'envers. Et donc ils descendent de bateaux, ils leur échangent des pacotilles, des trucs comme ça. C'est assez exceptionnel de voir l'humour dans les mouvements politiques des aborigènes et la façon dont ça a été utilisé pour remettre en cause certaines choses. Donc la nation australienne s'est vraiment forgée autour du sang versé par les soldats blancs qui se sont battus courageusement pour l'Empire britannique d'abord, ensuite pour la Fédération australienne, et qui ont aussi mis en avant la valeur de cette nation. Certains d'entre eux sont déjà allés en Australie, non? Pour moi, je connais pas tellement les autres pays, les autres situations, mais le 11 novembre à 11h, le pays s'arrête, voilà, minute de silence, les gens se fichent dans la rue, quoi. Hein, et c'est la première. Pourquoi? Parce que la guerre de 14, la première, c'est la seule où l'Australie a été présente en tant que nation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui unifie énormément, et c'est la première guerre mondiale. J'aime pas le grand écran. Si, c'est parce que je voulais voir les messages. Tant pis. Non, mais ils peuvent intervenir, c'est pour ça. Attends. Ok. Donc c'est vraiment très important. Et cette histoire militaire, comme j'ai déjà évoqué, elle omet volontairement la période coloniale parce que les affrontements entre colons et aborigènes ont été niés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et à ce jour, alors il y a un endroit quand même, moi je trouve, mais bon, à ce jour, il n'y a aucun monument national en Australie qui commémore les victimes on va dire, des conflits entre les Européens arrivants et les aborigènes. Il y a un seul endroit, c'est alors je pense que c'est le musée national de Canberra, et ça a été fait pour le bicentenaire de l'Australie, où on a mis 200 ans, donc on a mis 200, vous savez, c'est, alors, un truc que vous devez connaître, un didgeridoo, vous voyez comment c'est, mais il y a d'autres objets comme ça, creux et beaucoup plus longs, qui servaient à mettre les ossements dans les cérémonies funéraires dans le nord de l'Australie. Et donc, voilà, il y a 200 de ces, on va dire, réceptacles funéraires qui sont mis là pour commémorer le massacre des aborigènes. Mais il n'y a pas un vrai monument qui est dédié à ça. Il y en a un autre que je vous montrerai qui est en partie pour ceux qui sont morts à la guerre. Donc, ces soldats aborigènes qui ont participé à ces guerres, ils ont été exclus de l'histoire militaire, hein, qui, elle, célèbre les valeurs d'une nation blanche. Parce que rendre hommage aux aborigènes, ça reviendrait à reconnaître et à admettre leur qualité militaire, au même titre que celle des soldats blancs, et ça remet en cause
toute la colonisation pacifique. Parce que si les gens, si on admet qu'ils sont des bons guerriers, ça veut dire qu'ils ont aussi été des bons guerriers au début de l'époque coloniale, ce qui a tout le temps été nié pendant l'histoire australienne, blanche en tout cas. Et ça, c'est assez intéressant. Et il y a, malgré cette marginalisation, donc les aborigènes étaient privés de liberté personnelle, on leur a enlevé les enfants, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Lost Generation, on a pris les enfants aux familles, on les élevait dans des orphelinats pendant plusieurs années. Amérindiens, en fait. Absolument, ça fonctionnait pareil, tout ça c'est le même combat, nos amis anglo-saxons, ils sont assez bons pour ça. Et pour vous donner une idée de ce que pouvait être l'Australie à une certaine époque, la loi d'apartheid d'Afrique du Sud est inspirée d'une législation, enfin de la législation qui était en vigueur dans l'État du Queensland en Australie. Donc voilà quoi. Et ça a duré assez longtemps. C'est l'est. Est, ouais, c'est l'est, le truc qui pointe un peu comme ça là. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'ai fait mon terrain, donc je sais que la plupart des jeunes gens qui sont ici n'étaient qu'une lueur dans les yeux de leurs parents, mais au milieu des années 80, quand je suis allé sur le terrain en Australie, j'étais un jour dans un ranch, de cette grande propriété au Queensland, et je discutais avec le mec qui était là, le fermier, et je lui dis, je travaille avec les aborigènes. Et il me dit, avec quoi? Ben, je lui dis, je fais des études et tout sur les aborigènes. Les quoi? Il me dit, alors moi je pensais que c'était mon accent français, ce qui est possible. Hein. Donc je lui écris aborigène, il lit, il me dit je vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée que bon, tension quand même à l'époque. Alors maintenant c'est presque l'inverse. Hein. Voilà. Ouais. Bon, donc ce qui est paradoxal, c'est malgré cette marginalisation, tout ce que les gens ont subi, il y avait quand même cette volonté de s'engager. Alors il est pas tout à fait faux qu'il y a eu certaines fois des engagements de nature un peu vénale, c'est-à-dire qu'on leur faisait miroiter qu'on leur donnait de l'argent et que quand ils reviendraient, leur famille serait mieux traitée, etc. Ce qui a été sûrement un peu faux, quoi. Bon. Par contre, bon alors, maintenant, je trouve que c'est un petit peu inversé, c'est-à-dire qu'on met vraiment en avant le côté intrépide, héroïque des aborigènes, alors que bon, je vois pas pourquoi un groupe ethnique serait plus héroïque qu'un autre, voilà, dans ce genre de choses. Mais on a ça dans beaucoup de pays du monde aussi. Hein. Et tu parlais, je m'excuse. Vas-y, je vous en prie, cher ami. Tu parlais au début en disant ils n'ont eu leur citoyenneté officielle qu'en 1967. Ouais. Or, les Américains, avec leur minorité, notamment les Noirs, mais aussi les ceux d'origine hispanique, ouais. Oui, les hispaniques. Par exemple, lors de la guerre en Afghanistan, en Irak, on fait appel massivement à ces populations délaissées, les sans-papiers en particulier, pour leur en faire miroiter l'accès à la citoyenneté. Est-ce que ça peut être le cas aussi pour les aborigènes? Est-ce qu'ils avaient facilité après avoir la citoyenneté avant 67 avec ça? Non, on n'en parlait même pas, puisqu'avant 67, les gens étaient pupilles de la nation. C'est-à-dire que, un, ils pouvaient pas se déplacer sans une autorisation d'une autorité quelconque. Et deux, il était absolument hors de question qu'ils quittent le pays puisqu'ils n'avaient pas de passeport, pas de choses comme ça. Alors qu'on sait que non seulement pour la guerre, puisque les gens, il fallait bien qu'ils partent d'Australie, mais aussi plusieurs équipes sportives, des équipes de cricket notamment. Il y a une équipe de cricket aborigène qui est partie, qui a fait une tournée en Europe. Il y a eu aussi des gens qui sont rentrés en France à l'époque, qui sont venus en France à l'époque, vous savez, des expositions coloniales dans les années 30. Donc, comment ces gens-là sont sortis? Il y a bien eu un moment où il y a eu des complicités de gens. Donc, mais c'est toujours des périodes difficiles à trouver de la documentation là-dessus. Et ce à quoi on assiste en ce moment, et il y a un papier d'une collègue sur lequel je me suis un peu inspiré pour ces deux parties-là, c'est vraiment une réappropriation par les aborigènes de ce rôle pendant les guerres. Alors ça aussi, c'est un grand classique pour les minorités. Quand on est pris dans une dynamique, qu'elle soit politique, économique, raciale, tout ce que vous voulez, qui vous échappe complètement, à un moment, dans la construction de l'identité, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'on se remet très souvent en position centrale dans quelque chose qui vous échappe totalement. Deux exemples très classiques. On oblige les gens pendant la Seconde Guerre mondiale à porter les toiles juives.
Après, il y a la réappropriation avec beaucoup de gens qui exhibent justement l'étoile de David ostensiblement, alors qu'on n'est plus obligé de le faire, mais c'est un moyen, voilà, c'est une réappropriation. Pareil pour les Noirs des États-Unis. Avant tout ce qui était péjoratif, nigger, etc., vous avez tout le mouvement Black is Beautiful, qui est une inversion justement de ces choses-là. Donc c'est des choses qu'on connaît très bien en socio-anthropologie. Quand des minorités sont vraiment écrasées, il y a une réappropriation, une reconstruction du discours où on se met au centre du dynamique dans laquelle pourtant, qui vous échappe pourtant complètement. Mais c'est un des moyens de se réapproprier et d'exister. C'est classique. Donc là, on est en train et pour le 100e anniversaire de l'armée australienne à Canberra, et au défilé de l'Anzac Day, alors Anzac Day, c'est Australian and New Zealand Army Corps. En 2001, qui est-ce qui défile en premier? Les aborigènes. Les aborigènes. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est parce qu'en 2000, l'année d'avant, aux Jeux Olympiques de Sydney, qui est-ce qui est en premier dans la cérémonie d'ouverture en Australie? Les aborigènes. Voilà. Donc, l'Australie a commencé après avoir, gentiment massacré les gens, après les avoir marginalisés, après, tout un tas de choses très compliquées, mais je dis pas que c'est simple, qu'on aurait peut-être pu faire autrement, mais tout à coup, il y a une réappropriation des aborigènes, alors par l'art, par la musique, par tout ce que vous voulez, par la danse, qui deviennent un élément d'attraction touristique, un élément de mise en valeur de politique de réconciliation qui a existé aussi et tout ça. Donc tout à coup, on met les aborigènes en avant. On les fait défiler en premier à l'ouverture des Jeux Olympiques, donc grand événement mondial, les télévisions du monde entier voient ça. Il y a eu une recrudescence du tourisme, à l'époque, il n'y avait pas le Covid encore, du tourisme en Australie l'année suivante, et Anzac Day, l'année d'après, on fait défiler les anciens combattants aborigènes en premier, alors que jusqu'à présent, on avait en gros nié leur rôle dans l'armée australienne, quoi. Moi, je trouve ça fascinant, tout à coup, cette bascule. Et on a aussi, comme on l'a brièvement évoqué, exagéré les qualités militaires des soldats aborigènes, en mettant en avant qu'ils étaient magnifiques, etc., la bravoure, le courage, le patriotisme, alors que ils étaient complètement, même ils auraient jamais dû être là. Donc, on reconnaît tout à coup, à travers ce discours qui est très militaire, le fait que les aborigènes y ont participé à ça. Hein, un blanc. Ah non, voilà. Donc, je vous ai vite retracé l'aperçu là au fil du temps de ça. Donc, la guerre des Boers, je sais pas comment on dit, pas Boers parce que c'est anglais. La guerre des Boers, oui, puisque c'est un mot hollandais. Hein. Voilà. On sait qu'il y en avait une 50aine à peu près à cette époque. Alors là aussi, il s'est passé des trucs un peu lourds. Là, j'en reviendrai là-dessus. 1000 d'entre eux ont servi à la Première Guerre mondiale et environ 70 ont combattu Gallipoli. Je garde Gallipoli parce que vraiment, c'est détroit des Dardanelles, ça a été une sacrée boucherie quand même là-bas. Hein. Bon, c'était un peu violent. Au moins 3000 pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux guerres mondiales. Donc, il y a eu un taux de participation parmi les plus élevés par rapport au pourcentage de la population en Australie. Donc, vous voyez, c'est quand même paradoxal. Et ils ont participé à tous les conflits militaires depuis, donc Vietnam, Irak et des opérations de maintien de la paix, notamment en Somalie, au Timor oriental. Donc en 2011, les aborigènes représentaient 2%, presque 2% des forces armées australiennes, alors qu'ils sont moins qu'1% de la population. Cherchez l'erreur. Donc cette guerre des Boers, donc 50. Alors il y a une identité, une seule qui est confirmée pour quelqu'un d'Australie occidentale. Donc John Robert Searle, qui était dans le 4e régiment d'infanterie à cheval d'Australie. Pour moi, j'ai une contradiction entre infanterie et à cheval, mais bon, je suis pas un militaire. Donc voilà. Ce qu'on a établi aussi, c'est que non seulement il y avait une cinquantaine il y avait des pisteurs aussi aborigènes, vous savez, ce qu'on appelle des trackers, parce que les aborigènes ont ces qualités de pouvoir suivre du gibier en plein désert, d'arriver à repérer les traces, etc. Donc c'est des gens qui étaient pas vraiment dans l'armée, qui ont été recrutés à titre, on va dire, de scout. Oui, de scout, ou je sais pas, d'éclaireurs, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, comme ils n'ont pas pu revenir avec les forces armées, on les a laissés, il semblerait qu'on les ait laissés en Afrique. On les a jamais rapatriés. Ouais, c'est une grosse histoire, ça, qui est en train de faire beaucoup de créer beaucoup de tensions en Australie par rapport à ça. On les a laissés derrière, un peu comme les Hmong, tu vois, avec la guerre du Vietnam, quoi.
comme les Hmong qui ont aidé les forces américaines à un moment ou à un autre pendant le Vietnam, et quand les Américains sont partis, on les a laissés derrière, et ils ont été en conflit pendant très longtemps avec l'armée laotienne. Voilà, exactement. Donc tout ça, alors le sort de ces pisteurs de couleur aborigènes donc reste un peu inconnu, enfin en tout cas très mal documenté. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'informations qui montrent que en fait on les a abandonnés, puisqu'il y avait à l'époque des restrictions d'immigration. On pouvait rentrer en Australie, en tant qu'immigrant, que si on était de race blanche. Et le problème, c'est que comme ils n'étaient jamais sortis, ils pouvaient pas rentrer en tant qu'Australiens. Donc il fallait qu'ils rentrent en tant qu'immigrants. Voilà, c'est très compliqué parfois. Vous savez, l'administration, il n'y a pas que l'administration française qui est compliquée. Hein. Moi, je suis arrivé en Thaïlande, ma première épouse était enceinte. Quand je suis ressorti de Thaïlande, l'enfant était là. Et pendant 2 heures, la police des frontières thaïlandaises comprenait pas qu'on était rentré à 2 et qu'on sortait à 3. Enfin, ça me paraissait pas inconcevable, mais eux, ils étaient très, très perturbés par ça. C'était dans le Nord. Voilà, c'est ça, dans le Nord. Enfin bon, ce genre de truc, ça arrive. Voilà. Donc, la guerre des Boers, je sais pas comment on prononce. La Première Guerre mondiale, là, c'est pareil. Malgré ces politiques, alors vous voyez, c'est ça. Les personnes qui ne sont pas d'origine ou d'ascendance européenne sont exemptées de la conscription et de l'entraînement militaire. L'entraînement, c'était pour avoir une milice locale, pour protéger la frontière, surtout la frontière du Nord, parce qu'au sud, en dehors d'être attaqué par les manchots, on ne fera pas grand-chose. Voilà, c'est l'hémisphère sud, l'Antarctique, voilà. Alors, le fait de savoir si les gens... Alors, on ne pouvait pas les mettre de force dans l'armée, mais est-ce qu'ils pouvaient avoir une démarche de volontairement s'engager? C'est pas très clair non plus. Là. C'est un peu tendancieux. Donc, cette force impériale australienne, voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les aborigènes qui réussissaient à se faire passer pour des Italiens ou des Maoris ou des Libanais, enfin des gens un peu métissés, quoi. Ça, c'est assez intéressant. Et on sait aussi que les recruteurs locaux, quand il y a eu un ravage énorme, l'Australie, 23 000 soldats australiens tués à Pozières, ce qui est là-haut, là, dans la Somme, non, c'est par là où je sais pas trop. Vous demandez aux spécialistes de la région. C'est dans le coin. Oui, c'est dans le coin, c'est pas loin. Voilà, on a permis aux hommes autochtones, s'ils avaient un des parents blancs, voilà, là ils avaient le droit de s'engager. Donc, vous voyez, on a un petit peu changé les règles. Non, plus seulement de pure ascendance européenne, mais si un des deux parents était blanc. Le parent blanc était libanais. Ah, je ne sais pas, faut voir. Question à 10 000. Donc là, on a une croissance du nombre des aborigènes qui s'engagent, surtout de Queensland et Nouvelle-Galles du Sud, où il est vrai que leurs conditions de vie étaient peu enviables. Et que là, ils ne pouvaient vraiment pas se mêler, ou en tout cas, pour ceux qui souhaitaient s'assimiler, pourquoi pas, ou se fondre dans la société australienne, c'était quasiment pas possible. Alors que l'armée était un des seuls moyens d'être quasiment traité d'égal à égal aussi. Et à l'époque, les intermariages étaient-ils possibles Alors, c'est très compliqué. Parce que la législation australienne dit qu'un homme blanc ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme aborigène. Bon, les métis, ils sont pas tombés du ciel, j'aime bien arriver, voilà. Par contre, l'inverse n'existe pas. Il était hors de question, dans la société de sous George V, mais aussi de la reine Victoria, qu'une femme blanche puisse avoir quelque désir que ce soit vis-à-vis de ce qu'était la limite d'un humain, quoi, en gros. Mais enfin, ces métis sont bienvenus d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de femmes aborigènes étaient pas des esclaves sexuels, mais étaient utilisées comme compagnes par les Australiens blancs qui vivaient dans les stations d'élevage, parfois manipulées aussi par certains hommes aborigènes qui en faisant qu'elle devienne la concubine du blanc, on avait certains privilèges, on pouvait savoir certaines choses de sa façon de fonctionner, voilà. Donc, et ça fait partie aussi de la tentative de politique d'assimilation australienne qui forçait les gens à se marier ensemble, à condition qu'ils soient eux-mêmes métissés. Donc, l'idée était d'éclaircir au maximum la race, voilà. Et puis qu'ils ne puissent pas communiquer dans leur langue traditionnelle, dans leur langue d'origine. Donc, ils étaient obligés de communiquer entre eux en anglais. Donc, vous voyez, une politique un peu plus que violente. Voilà. Il y a un historien là, donc
j'ai regardé un peu les écrits. Donc sur 545 soldats étaient précis, les historiens toujours précis, identifiés, 43 ont été tués, 123 blessés et 17 faits prisonniers. Et en fait, c'est peut-être à partir de ces statistiques-là qu'on voit ces faits de bravoure et d'héroïsme des aborigènes, parce que si on met ça en comparaison avec les taux de perte de l'armée australienne, on n'est pas du tout dans les mêmes taux. Vous voyez, taux de perte est de 41% pour les aborigènes. Alors ça peut être purement de la chance, hein, je sais pas, c'est très compliqué ce genre de choses. Des pourcentages, ça veut des fois pas dire grand-chose. Alors que l'ensemble de l'armée australienne avait 65% de pertes. Donc on s'est dit, oh là là, mais ces aborigènes, ils sont peut-être, je sais pas, invincibles, ils passent entre les balles avec les boomerangs, etc. Bon, enfin bon. En fait, tout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, que je viens de retracer très très brièvement, c'est exactement reproduit à la suivante. Le problème, c'est que l'ampleur du conflit a fait qu'on s'est rendu compte qu'on aurait vraiment besoin des soldats aborigènes beaucoup plus que lors de la Première Guerre mondiale. Donc, on a contourné allègrement les règles. Et puis aussi l'entrée en guerre du Japon, avec une menace sur le nord de l'Australie. Donc, on a fait un assouplissement de ces règles d'engagement, et notamment la création de milices aborigènes dans le territoire du Nord. C'est très bien documenté dans les travaux de Nick Peterson et puis d'un autre anthropologue qui a travaillé dans les années 50, notamment chez un groupe ethnique qui s'appelle les Yolngu, d'histoire dans le nord du territoire de l'Australie, où justement ces gens-là étaient tous des sortes de militaires, des scouts, quoi, et qui surveillaient la frontière du nord de l'Australie. C'est assez intéressant. Donc, au moins 3000 aborigènes et presque un peu moins de 1000 insulaires ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur nombre était proportionnellement le plus élevé dans l'armée par rapport à la démographie de ces deux populations. Donc, ces aborigènes ensuite ont servi dans tous les champs de bataille, en Grèce, en Afrique du Nord, en Nouvelle-Guinée, etc. Et ils ont figuré également parmi des gens capturés à Singapour et prisonniers de guerre, notamment sur le fameux la ligne de chemin de fer Thaïlande-Birmanie, le fameux film Pont de la rivière Kwai. Le Pont de la rivière Kwai, 1963, avec David Niven. C'est ça. Et toi, non? Tu n'étais pas figurant? Non, pas d'accord. Excuse-moi. Mais j'y suis allé. C'est Kanchanaburi. C'est Kanchanaburi. Moi, j'ai fait du terrain juste à côté, là. Voilà. Donc, brièvement, le Vietnam et l'Afghanistan. Donc, le mémorial, tout à coup, australien, intègre les soldats aborigènes à partir de cette époque. Voilà, donc on a intégré ceux et on a identifié qu'il y en a presque 300, en tout cas 250, qui avaient servi pendant la guerre du Vietnam, malgré, encore une fois, toutes les contraintes qu'il y avait. Et puis les aborigènes exemptés de conscription, pardon, et c'était la seule forme de recrutement à l'époque. Donc un des chercheurs, il dit, on leur disait d'un autre côté qu'ils n'étaient pas éligibles à rejoindre l'armée parce qu'ils étaient aborigènes. Et les gens, quand ils refusaient, ils revenaient, comme ils disent, sortaient par la porte, ils revenaient par la fenêtre pour se porter volontaire. Alors, on pouvait pas les prendre en tant que dans la dynamique de la conscription, donc les recruter. Par contre, ils pouvaient faire le choix de s'engager volontairement. Toute cette ambiguïté, encore une fois. Donc, le directeur du mémorial, lui, parle de recherche qui contribue à une meilleure compréhension et connaissance des forces autochtones au Vietnam, des publicités de recrutement qui mentionnaient que les autochtones étaient exemptés, mais qui pouvaient se porter volontaires. Vous voyez, toute cette ambiguïté classique, encore une fois. Après, il y a un représentant aborigène qui parle aussi de périodes de transition importantes pour notre peuple. Donc là aussi, les aborigènes eux-mêmes commencent à se remettre, se réapproprier ou se remettre en rôle, dans un rôle de dynamique, ou en tout cas un rôle important dans l'histoire de l'Australie. Et ils demandent aux anciens combattants pourquoi ils sont pas volontaires pour s'engager, et puis recueillir le climat qui régnait dans l'armée entre les autres, et qui était entre les blancs et les noirs, qui était très différent des tensions raciales à l'époque et des inégalités qui existaient parmi les aborigènes. Donc vous voyez, je vous ai mis en haut là quand même cette photo, parce que ça, c'est à la fois une symbolisation de ce que j'évoquais tout à l'heure, de ce qu'on appelle les hollow coffins, donc les réceptacles funéraires creux qui sont exactement comme ces obus là, mais là les obus, ça montre le nombre d'aborigènes qui seraient tombés par rapport à l'ensemble des Australiens blancs. Vous voyez, ça c'est à Sydney, je crois, ou à Canberra. C'est à Sydney, dans le centre-ville. Donc
à la fois, il y a des itinéraires personnels. On commence à en avoir des mémoires de guerre ou d'anciens combattants. Donc, il y a notamment ce Grant, là, qui était un vétéran aborigène, qui a eu des liens très amicaux pendant longtemps avec les anciens combattants. Mais par contre, rentrer en Australie, les liens étaient plus rares, et il a essayé d'obtenir du soutien pour avoir des Blancs pour montrer que ils étaient égaux à l'extérieur dans les forces armées, et pourquoi on était différents en Australie. Donc ça, c'était un des problèmes. Et puis, la plupart des anciens combattants aborigènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'auront quasiment aucune reconnaissance, pas d'accès à ces programmes de colonisation. Hein, donc ces programmes de colonisation, on donnait de la terre en récompense aux militaires pour ce qu'ils avaient fait, et ils n'étaient pas invités quand il y avait des funérailles d'anciens combattants, et ni non plus les pensions que recevaient certains d'entre eux. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le terrain. Quand moi j'ai fait du terrain, j'ai retrouvé un ancien combattant qui demandait des arriérés de sa pension de guerre qu'il n'a jamais eu, quoi. Donc, toutes les démarches administratives pour faire ça. Et en bas, vous avez une des seules... Donc, il y a une femme aborigène et un soldat aborigène aussi avec le chapeau typique de l'armée australienne, donc un bord relevé et l'autre comme ça. Ça, c'est l'uniforme de la guerre de 14. Oui, oui, sûrement, oui, j'imagine, vu le fusil. Donc, voilà. Ces soldats qui étaient très appréciés, mais le problème, c'est que quand ils retournaient à la vie civile et en Australie, ils se retrouvaient dans une situation marginalisée, avec beaucoup d'inégalités, et complètement oubliés de tous, à l'exception de leur famille, de leurs proches compagnons, et puis d'une histoire familiale qui elle-même commençait à se mythifier de plus en plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Moi, je sais pas, mais il y a certaines pistes de questions sur lesquelles on peut essayer de réfléchir un petit peu. Pourquoi et comment pouvait-il ou pouvait-elle s'engager alors que tout semblait les empêcher de le faire? Donc pourquoi le faisait-il? Pourquoi aller se battre à l'autre bout du monde contre un pays pour lequel dans lequel on n'existe pas, hein? Alors bon, on a aussi ça dans d'autres régions du monde, en Afrique, les gens n'ont pas trop eu le choix, hein. La chair à canon, c'est un peu ce que c'est, quoi. C'est quand même assez simple. Ou quand on veut régler un conflit justement au niveau colonial, le cas classique étant l'utilisation volontaire de tirailleurs sénégalais pour réprimer les mouvements d'indépendance à Madagascar en 47. Voilà. Comme ça, c'était pas le blanc qui venait tirer sur les rebelles malgaches, ou en tout cas ceux qui voulaient avoir l'autonomie. Le gouvernement socialiste de Guy Mollet. ça a été donc les tirailleurs sénégalais. Oui, donc là, c'est un peu aussi compliqué. Donc, au sein de la bataille, un sentiment d'égalité. Est-ce que c'est ça qui attirait les gens, de se retrouver presque d'égal à égal? Moi, je sais pas, hein, je me rends pas compte. Je n'ai pas tellement l'esprit guerrier, donc je peux pas vous parler de fraternité d'armes. Pas trop mon truc. On ne peut pas ignorer qu'il y avait de multiples contradictions, hein. Donc, ceux qui ont été abandonnés en Afrique du Sud, mourir loin de ces terres ancestrales, c'est inconcevable pour beaucoup de populations, et encore plus pour les aborigènes. On ne peut pas ne pas être enterré, ou en tout cas les ossements rapprochés des terres ancestrales. Pourquoi? Parce que dans la conception du monde et de son grand cycle universel, au moment où je vais mourir, la partie spirituelle qui vient du passé mythique des aborigènes, qu'on appelle le temps du rêve, va retourner dans ce passé mythique, dans ce grand cosmos-là, et va, à son tour, se réincarner dans une autre personne plus tard. Si c'est à l'autre bout du monde, c'est pas tellement possible. Si c'est sur mon territoire d'origine, c'est possible. Voilà. Donc, cas compliqué. Donc, pourquoi ça peut aussi justifier ces démarches que font maintenant les descendants pour retourner sur la tombe, voire rapatrier les ossements. Les oublier, voilà, donc oublier de l'histoire, et puis discriminer au retour. Donc, comment on a pu attirer les gens, et quel était leur sentiment d'être complètement niés et discriminés de nouveau au retour. Le rôle des aborigènes dans les forces armées fait partie des initiatives multiples de la reconnaissance de leurs droits. Donc, en premier, ça a été la reconnaissance de l'identité aborigène. Ensuite, c'est l'art aborigène. Ensuite, ça a été la politique de réconciliation avec les Blancs en 1990. Petit à petit, un rôle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de reconnaissance de l'importance des aborigènes dans l'histoire de l'Australie blanche même.
Et maintenant, ben voilà, c'est un des moyens de se réapproprier certains et faire reconnaître leurs droits. Bonjour. Après, il y a comme beaucoup de minorités, ça aussi je vous en ai parlé très brièvement, il y a une tentative de réappropriation de l'histoire, de se replacer au centre d'une dynamique historique qui pourtant vous échappe complètement. Mais c'est un des seuls moyens d'exister. Si on dit, ah ben j'en ai fait partie, c'est moi qui y étais, j'y étais aussi, etc., etc. Après, les visites qui ont lieu à l'heure actuelle en Europe, en Afrique du Sud notamment, il y en a aussi qui ont été pour essayer de retrouver les traces de ces pisteurs qui ont été abandonnés. Pour moi, je les rapproche énormément d'autres volontés et d'autres initiatives qui ont lieu à l'heure actuelle, soit de rapatriement d'objets sacrés, soit de rapatriement de reliques humaines dans les musées au niveau international. Il y a des aborigènes qui ont cette mission, payée par le gouvernement australien, d'essayer de retrouver des reliques humaines ou des objets sacrés qui ont été volés ou dans les populations aborigènes ont été spoliés à une certaine époque. Voilà. Dans l'histoire de Pigeon, je ne sais pas si tu te souviens, il avait été décapité et la tête avait été envoyée dans un musée, British, pour George V. Donc peut-être que ça, ils l'ont récupéré. Après, après ils ont essayé dans la continuité des politiques successives de l'Australie. Pour moi, ça en fait partie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réconciliation, le pardon, le rôle et la place des aborigènes dans les jeux de Sydney, la place des aborigènes dans l'art, et maintenant au premier plan dans l'esprit guerrier. Donc on reconnaît indirectement les massacres qu'il y a pu y avoir, puisque ces gens étaient aussi des bons guerriers. Voilà, ce genre de choses. Et puis une reconnaissance qui est indispensable et bienvenue, mais qui masque pas la situation globale des aborigènes en Australie. Quelques informations globales. Général, si vous êtes aborigène aujourd'hui en Australie, vous avez 10 à 12 ans d'espérance de vie inférieure aux Blancs, vous avez 5 fois plus de chances d'aller en prison, vous avez 7 ou 8 fois plus de chances de commettre un suicide avant l'âge de je ne sais pas combien de temps. C'est comme les Africains américains. Absolument. C'est ça, les Africains américains ou les Amérindiens au Canada, ou des trucs comme ça. Voilà. Je crois que j'ai terminé, je l'ai fait un peu à la course. C'est un gros sujet. C'est un sujet sur lequel il commence à y avoir pas mal de littérature, pas énormément, mais à mon avis, ce sont des pistes de réflexion qu'on peut avoir peut-être sur l'ensemble des continents. À Madagascar, j'ai rencontré des anciens combattants. Donc ça aussi, c'est des gens qui, quand ils sont rentrés dans leur pays d'origine, ils avaient un statut très particulier à Madagascar. C'était les gens n'étaient pas partis. Lui, c'était mieux qu'être allé faire les études en France, quoi. D'avoir fait la guerre et d'avoir un statut particulier, un peu d'argent, une reconnaissance, avoir dans un moment donné de sa vie être au même niveau et respecté par les colons et être au même niveau que les colons blancs, c'était assez incroyable. Même si les gens, dans la réalité des faits, je crois, dans les forces armées, c'était pas aussi égalitaire qu'on le véhicule maintenant dans le discours. Mais bon, peut-être ça, c'est une autre histoire.